Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous aujourd'hui avec une rubrique que j'adore proposer, les voyages littéraires. Dans ces vidéos, je propose plusieurs ouvrages situés spécifiquement dans un lieu dont les auteurs et autrices sont originaires. Et généralement, j'ai tendance à proposer des lieux où je suis déjà allée. Cette fois-ci, direction un pays particulièrement cher à mon cœur. J'y ai passé énormément de temps de 2010-2011. J'en suis repartie, il me semble, le 31 août. C'est un pays que j'adore, où je me sens bien, je m'y sens comme chez moi. Et en même temps, j'y suis restée suffisamment longtemps pour y observer ses défauts et pour avoir un recul à ce sujet, bien sûr, en tant qu'étrangère. Ce qui fait qu'actuellement j'y pense avec une certaine, on va dire, douce nostalgie, voire douce mélancolie. Ce qui est intéressant parce que c'est un trait que l'on retrouve beaucoup, à mon sens, dans la littérature japonaise. Et ce sur quoi je vais d'ailleurs beaucoup me pencher aujourd'hui. J'ai hésité sur le format de cette vidéo. Est-ce que comme la Corée, je présente trois ouvrages que je développe beaucoup, ou est-ce que comme Florence, je propose un nombre plus important d'ouvrages que je détaille un petit peu moins. Je pense que je vais pencher pour la seconde solution aujourd'hui, tout en essayant d'apporter le plus d'informations possible. On verra comment avance la vidéo. J'ai listé plusieurs livres, rien d'exhaustif, et principalement concentré sur la littérature contemporaine. Plus jeune, je lisais beaucoup d'auteurs classiques, mais c'est vrai que ça fait un certain temps que je n'en ai pas lu, et je n'avais pas envie de vous proposer des livres que je n'avais pas relus, sur lesquels je n'avais pas réellement de vraies informations à développer, à proposer. Très rapidement, pour les personnes qui sont intéressées par les classiques japonais, je vous recommande Yukio Mishima, qui est l'un des auteurs japonais les plus appréciés à l'étranger. Lui-même d'ailleurs aimait beaucoup l'Occident, il revendiquait un certain style de vie occidental, il appréciait beaucoup d'auteurs, notamment Sade. Il est particulièrement connu notamment pour s'être suicidé par seppuku. En plus, bien entendu, du fait d'avoir une très riche et ambiguë et vraiment particulière littérature. Je peux également vous citer le Diduganji de Murasaki Shikibu, qui était du moins une dame de la noblesse au XIe siècle. C'est l'ouvrage de référence de la littérature japonaise. Vous pouvez aussi lire Je suis un chat de Soseki et les haïkus de Tanizaki. À mon sens, c'est déjà bien commencé la littérature japonaise. Dans la littérature contemporaine, je souhaite tout d'abord mentionner Konbini de Sayaka Murata. J'ai déjà parlé de cet ouvrage dans ma vidéo consacrée aux 10 livres que je souhaite lire avant 2020. Il s'agit d'un petit ouvrage contemporain racontant le quotidien de Keiko, une trentenaire, elle a 38 ans il me semble, qui travaille dans un combini, un supermarché ouvert 24 heures sur 24. C'est une plongée directe dans ce Japon où l'image est primordiale, notamment l'image des femmes. À 38 ans, toujours travailler dans un combini, ne pas être mariée, ne pas avoir d'enfants, n'est pas considéré comme normal par la société, et les proches de Keiko lui font bien savoir. Pourtant, elle aime travailler au combini, elle aime la routine que ça lui apporte, la sécurité, on va dire des gestes répétés. Le combini rythme sa vie et lui permet d'étudier les comportements humains, lui apprend comment agir en humain, par exemple en observant et en reprenant des comportements de ses collègues ou de clients. Le combini est une représentation miniature de la société japonaise et c'est fascinant de le découvrir à travers les yeux de l'héroïne. Le réconfort que lui apportent ces tâches d'apparence simple lui permet de maîtriser quelque chose tout en restant extérieure à ce monde qu'elle ne comprend pas, où elle n'arrive pas à s'intégrer, où elle ne comprend pas les règles pour vivre en société. C'est un livre qui est petit, mais qui a un message intéressant, qui est simple à lire, qui est bien écrit, je le recommande. Ensuite, je vais vous parler des Années douces d'Hiromi Kawakami. À nouveau, c'est un ouvrage assez petit, simple, mais avec un souci du détail qui est terriblement satisfaisant si vous aimez les mots qui sont délicatement choisis et qui sont précis. C'est l'histoire de Tsukiko, une femme qui tombe un jour dans un bar tokyoïde sur un homme qui se révèle être son ancien professeur de lycée, et de la relation d'amitié qu'il va s'établir entre les deux. C'est doux, c'est amer, c'est nostalgique, c'est simple. On suit les rencontres de ces deux personnages, on les voit discuter, se taire, manger. Dieu seul sait ce que ça donne faim, mais aussi profiter des petites choses de la vie. C'est un trait que l'on retrouve beaucoup dans la littérature japonaise et c'est extrêmement
plaisant à lire. C'est un très beau livre, bien écrit, qui rend des situations banales et routinières intéressantes et captivantes pour le lecteur et la lectrice. J'adore lorsqu'on me parle de situations totalement banales, du quotidien, qui se révèlent être en vérité bien plus impactantes qu'on ne peut l'imaginer. J'aime qu'on me parle du quotidien, ça me fascine. C'est ce à quoi on se raccroche le plus et c'est ce qui a le plus d'importance dans le fond. Ensuite, je tenais à parler d'une autrice que j'adore. Il s'agit de Yoko Ogawa, qui est extrêmement prolifique et variée dans les genres qu'elle propose. Son plus connu est probablement la formule préférée du professeur, une aide ménagère qui donc va tous les jours chez un professeur qui a eu un accident et suite à celui-ci, il perd la mémoire tous les jours. Il n'a une mémoire que de 80 minutes par jour et donc à chaque fois, à chaque nouvelle journée, il va falloir revivre, il va faire la rencontre à chaque fois de son aide ménagère et de son fils. Il est très intéressant, mais je souhaitais mettre l'accent sur un autre ouvrage aujourd'hui, celui de Cristallisation secrète, qui n'est pas particulièrement celui qui est le plus mis en avant en France, peut-être parce qu'il détonne un peu et qu'il n'est pas ce que l'on pourrait s'attendre de la littérature japonaise, et pourtant, qu'est-ce que c'est japonais? Il s'agit d'une dystopie, même si c'est un petit peu réducteur de l'intégrer simplement dans ce genre de la dystopie, ça dépasse quand même de beaucoup. L'histoire est assez complexe à expliquer parce que deux récits sont imbriqués, à la fois celui de notre héroïne qui est romancière, mais aussi celui de l'héroïne de son propre roman qu'elle est en train d'écrire. L'intrigue principale se déroule sur une île où des choses disparaissent petit à petit, de manière totalement aléatoire d'ailleurs. Ça peut être des fleurs, les oiseaux, le calendrier. Et avec ces disparitions d'objets, il disparaissent également des mémoires collectives, ce qui est contrôlé par une police secrète du souvenir qui font en sorte que justement les gens oublient définitivement ces objets et ils pourchassent les personnes qui continuent à se souvenir. L'héroïne n'est pas une de ces personnes, elle oublie les choses, mais sa mère était une de ces personnes qui se souvenaient. D'autres proches autour d'elle le sont et ils doivent le cacher. L'un des enjeux primordiaux pour l'héroïne, en plus bien évidemment de vouloir protéger ses proches, est de terminer son roman, parce que comment écrire un roman alors qu'on oublie peu à peu des sujets, des objets, et qu'on ne sait pas quelle sera la prochaine chose qui va disparaître. C'est un excellent roman qui aborde de nombreux thèmes, il est novateur, captivant, très bien écrit, et il fait beaucoup réfléchir, notamment si on se concentre sur la question des objets, sur ce que l'on a nous-mêmes vu disparaître, ce que ça peut signifier, même si ce n'est pas dans le cadre d'un régime totalitaire. On se pose des questions et c'est toujours une bonne chose, je le recommande chaudement. Ensuite, Kitchen de Banana Yoshimoto, qui est un ouvrage qui regroupe deux histoires, deux nouvelles même, qui abordent le thème de la mort et du deuil. Dans la première histoire, on suit une jeune fille d'une vingtaine d'années, 20 ans il me semble, qui vient de perdre sa mère et trouve un réconfort dans la cuisine, d'où le nom de l'ouvrage, aussi bien dans la préparation des plats que dans l'endroit même et ce qui compose la cuisine. Elle va par la suite faire la rencontre d'un jeune homme qui va la faire venir s'installer chez lui et chez sa mère, qui est transgenre et possède une cuisine fantastique. La deuxième nouvelle se consacre à la rencontre entre une jeune femme qui vient de perdre son petit ami et le frère de ce petit ami, et la manière dont chacun va évoluer dans son deuil à travers cette rencontre notamment. C'est un petit livre certes, mais il est très puissant. On pourrait s'attendre à quelque chose de très plombant, mais ce n'est pas le cas. C'est triste, mais pas plombant. Il exprime la simplicité de l'intimité, on parle de famille, d'appartenance, d'identité. Les personnages sont attachants, on vit avec eux ce deuil, on se rappelle nous-mêmes des propres deuils que l'on a pu connaître. Mais ce n'est pas que triste, il y a énormément de petites touches d'espoir qui font un bien fou de voir ces gens, quelle que soit la manière dont ils arrivent à vivre leur deuil, à avancer dans leur vie.
notamment par le biais des rencontres. Ensuite, vous en avez peut-être entendu parler, Les Délices de Tokyo de Dorian Sakegawa, qui est un livre très populaire dont il a notamment été tiré un film réalisé par Naomi Kawase, que j'ai beaucoup aimé, je le trouve très très réussi. D'ailleurs, je pense avoir préféré le film au livre, c'est très rare. C'est l'histoire d'une rencontre entre un fabricant de dorayaki, qui est une pâtisserie japonaise, on va dire composée de deux pancakes, si je puis dire, dans lequel on place une pâte de haricots rouges, avec une vieille dame qui désire travailler pour lui, mais aussi avec une collégienne qui va presque observer cette rencontre. Bien entendu, on ne s'arrête pas à cela, on va en découvrir plus sur les personnages, sur leur passé notamment. Je vais éviter de développer ça parce que ce serait trop spoilé. C'est humain, délicat, ça donne faim et c'est triste. Là, je ne peux rien faire pour ça. On aborde des thèmes qui sont assez rarement vus en littérature japonaise, en lien notamment avec la vieille dame. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup, c'est simple à lire et ça permet de découvrir à nouveau des instants du quotidien du Japon. C'est vraiment ce que je préfère dans la littérature contemporaine japonaise, le fait d'insister sur ces petits riens, ces petits moments qui font tout en fin de compte. Et finalement, je triche un petit peu, mais Kazuo Ishiguro, le lauréat du prix Nobel de littérature il y a peut-être 2-3 ans, a proposé 2 ouvrages se passant au Japon, alors Lumière pâle sur les collines et Un artiste du monde flottant. Je triche parce que officiellement Kazuo Ishiguro est de nationalité britannique, mais il est né japonais, c'est-à-dire qu'il est né au Japon, de parents japonais, il y a vécu 6 ans, puis il a déménagé en Angleterre où il y a pris la nationalité britannique. Donc je triche un petit peu parce qu'actuellement il écrit en anglais. Ses romans les plus connus ne se passent pas au Japon. Vous connaissez peut-être Les Vestiges du jour qui est merveilleux, qui suit on va dire la vie d'un majordome anglais. C'est fantastique. Vous avez peut-être vu une adaptation cinématographique avec Anthony Hopkins et Emma Thompson, merveilleuse. Et vous connaissez peut-être également Never Let Me Go. Alors je ne sais plus comment ça a été traduit en français. Je le possède, je dois le lire, j'ai très très envie. C'est une dystopie qui a priori n'est pas sans tirer quelques larmes. Mais si vous souhaitez lire des références de lui qui se passent au Japon, je vous les donne. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors bien évidemment, je n'ai pas parlé de tout le monde. J'ai parlé des auteurs et des autrices que j'aime en ce moment, qui sont faciles d'accès. J'aurais pu mentionner d'autres personnes. C'est comme ça. Si vous avez vous-même des noms à proposer, même si vous souhaitez me parler de vos auteurs et de vos autrices japonaises préférées, n'hésitez pas à le faire, je serai ravie de le lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.